Alors du coup, le monde diplomatique, Eva Joly. Alors ça date de 2017, non 2016. C'est archivé, voilà. Donc c'est à l'époque des Panama Papers. Voilà. Donc Eva Joly est peut-être bien enterrée quelque part depuis. C'est possible. Je sais pas si elle a encore écrit un truc, voilà. Et je sais pas si ce qu'elle a écrit est pertinent ou pas. Là, je vous avoue que je n'en sais rien. On va le savoir dans très peu de temps. Peut-être que je vais regretter la lecture de cet article, comme j'ai toujours l'impression de regretter tout, mais au final, ça fait quand même des rediffs, travailler, couper, monter, voilà, pour ceux qui veulent. Au revoir. Je vais bientôt être sur Audible. Faites gaffe. Vous savez pas. Bonjour, c'est Kakashurukura. Et j'ai le plaisir de vous lire pour en finir avec l'impunité fiscale. Pour Audible. La succession des révélations sur l'évitement de l'impôt à l'échelle internationale fait apparaître l'ampleur de l'impunité fiscale dont jouissent les plus puissants et les plus malins. Loin d'être fatale, celle-ci résulte de choix politiques, en particulier en France, où le verrou du ministère des Finances sur les enquêtes, la baisse d'effectifs et la culture de la conciliation favorisent la triche. Lutter efficacement contre l'évasion des capitaux supposerait aussi de s'en donner les moyens judiciaires. Ce qui est marrant avec le monde diplo, c'est qu'ils ont toujours des dessins, tableaux, peintures uniques. Il y a vraiment un truc très particulier pour le monde diplo, mine de rien. Il y a une esthétique, un peu indies. Vous voyez ce que je veux dire? Pour info, République tchèque, le Premier ministre Andrej Babis, cité dans les enquêtes, remporte les élections. Ah, bravo le peuple. Ah, il a gagné les élections là, maintenant, là. C'est pour ça que tout le monde en parle. Ah, les mecs, ils parlent plus de l'élection que... Oh là là. Bon, en même temps, on a voté pour Macron qui disait qu'il y aurait... Sous son mandat, il lutterait contre la corruption et tout le bordel. En mettre fin à l'impunité, je sais pas quoi. Bon, ça, je sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là, mais moi je m'en rappelle. Doit-on condamner les politiques ou les entreprises, du coup, pour l'évasion fiscale? Bah, les deux. Et Macron sera probablement réélu. Je sais pas. Substitut du procureur d'Evry dans les années 80, j'avais les dossiers de fraude fiscale à l'audience. Déjà, je remarquais que les affaires instruites ne concernaient pas de petites fraudes, comme celle de ce maraîcher de Montellery en Essonne, qui avait vendu au marché d'Arpajon des tomates avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, erroné. Elle était à l'image des dénonciations que nous recevions à la commission de lutte contre la fraude fiscale. Un bûcheron qui fendait le bois pour des retraités sans déclaration, un polisseur de verre de taxi-merdiste travaillant... taxidermiste bien sûr, pas merdiste, c'est autre chose ça. Travaillant au noir. Depuis, il apparaît de plus en plus clairement que les plus aisés trichent en toute impunité et à grande échelle. Les Panama Papers ont mis à jour 11 millions de fiches provenant d'un seul cabinet d'avocats situé dans un paradis fiscal. De quoi donner le tournis aux simples contribuables. Que peuvent-ils penser du Royaume-Uni, où la Royal Bank of Scotland a bénéficié de 45 000 milliards de livres, soit 58 milliards d'euros, d'aide publique pour son renflouement, alors que l'on vient d'apprendre que cet établissement aidait ses riches clients à se dérober à leurs obligations fiscales. Ces révélations mettent une nouvelle fois en lumière la tranquillité avec laquelle les plus riches peuvent cacher leur activité ou leurs avoirs et se soustraire à toute solidarité nationale. Soyez fiers! Elles démontrent aussi l'ampleur d'un phénomène que les gouvernements ne combattent que très superficiellement. Je voulais juste redire par rapport à Panama Papers, les Pandora Papers là, les Pandora Leaks, merde, je sais plus comment ça s'appelle déjà. C'est pas un seul cabinet d'avocats et c'est beaucoup plus de fichiers. Donc et c'est beaucoup plus d'argent aussi. Voilà.
Donc le scandale est toujours plus grand à chaque fois, parce que les journalistes, là, ils se cortent de plus en plus. Donc du coup, ils découvrent des trucs beaucoup plus gros, quoi. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'impôt. Certaines entreprises ou riches individus ont les moyens d'y échapper largement sans risquer leur carrière ou leur liberté. Notez aussi qu'ils négocient leurs impôts. Pas, ils font de l'optimisation fiscale, machin, mais parfois, juste en négociant avec l'État, ils arrivent à tirer leurs impôts vers le bas. Pourtant, tolérer ainsi l'impunité fiscale, c'est faire le choix de la concentration des richesses plutôt que celui des services publics ou de la préservation de l'environnement. On rappelle, on a vu un article où les mecs, à cause d'un Pandora, là, le mec Pinera avec les mines, il faisait carrément des demandes pour qu'on oublie complètement les normes environnementales pour faire des activités. Car la question n'est pas morale. Son coût pour les finances publiques atteint 60 à 80 milliards d'euros chaque année en France, soit l'équivalent du déficit budgétaire. Donc ça, on l'avait déjà lu. Il atteindrait 1000 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. On avait compté entre 1000 milliards et 2000 milliards. Il est vrai qu'en France, le procureur ne dispose pas de l'opportunité des poursuites en matière fiscale. Il ne peut agir que sur la demande du ministère des Finances. C'est ce que l'on appelle le verrou de Bercy, du nom du quai où il est situé. Et il est rare que ce verrou s'ouvre. Sur les 50 000 contrôles approfondis réalisés chaque année par les enquêteurs fiscaux, près de 16 000 donnent lieu à des sanctions pécuniaires pour cause de fraude intentionnelle. Alors que chacun de ces cas pourrait déboucher sur des poursuites judiciaires, seulement 4000 sont transmises à l'échelon départemental. En définitive, à peine 1 millier de dossiers arrivent à l'administration centrale, qui réduit encore la liste pour la transmettre à la commission des infractions fiscales, le CIF. Située au cœur de ce verrou de Bercy et seule à même d'autoriser les plaintes, la CIF opère une sélection finale à destination de l'autorité judiciaire. Mise en place en 1977 et composée de conseillers d'État, de conseillers maîtres à la Cour des comptes et de magistrats, cette commission détient en matière de fraude fiscale le quasi-monopole de la transmission des dossiers au parquet pour d'éventuelles poursuites. Dans la plus grande opacité, sans avoir à motiver ses décisions, et souvent après avoir allongé de plusieurs mois le délai de transmission, la CIF invalide encore près d'un dossier sur 10. La fraude prend des formes diverses et peut être difficile à établir. Les mécanismes complexes de l'évasion fiscale pratiqués par les multinationales mettent particulièrement au défi les administrations qui doivent déchiffrer de tentaculaires montages, prix de transfert, circuits de redevances ou prêts aux intragroupes, aux frontières de la légalité et de l'illégalité. Ces entreprises implantées dans plusieurs pays ont la possibilité de jouer sur les différences de législation de l'un ou l'autre. Certains membres de l'Union européenne ont fait de l'évasion, ou plutôt de l'optimisation, une industrie. Les faveurs qu'ils accordent de manière discrétionnaire aux grandes compagnies finissent par mettre l'ensemble des nations en concurrence, comme l'ont montré les révélations de LuxLeaks à propos du Luxembourg, alors dirigé par Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier ministre de 1995 à 2013, désormais président de la Commission européenne. Il l'est plus, du coup. Cela conduit en définitive les ministères des Finances à négocier pour ne pas voir les sièges sociaux s'envoler ailleurs. L'administration fiscale est tentée d'aller au plus efficace. En période de disette budgétaire, le ministre des Finances privilégie le recouvrement des sommes dues par les fraudeurs qui, dans le cas des multinationales, peuvent dépasser le milliard d'euros, plutôt que des poursuites judiciaires par nature incertaine, plus longues et qui risquent de ne pas tomber à un moment politique opportun. Oulala, ça s'excite dans le chat. Sarko a sorti un bouquin récemment et il le dédicaçait hier. Ouais, il s'arrête jamais, lui. C'est incroyable. Une justice de classe? Nah.
La différence, c'est que les Panama Papers, c'était pas mal de l'évasion fiscale, je crois. Alors que les Pandora Papers, c'est plus des dossiers d'optimisation fiscale. En Suisse, on peut négocier son impôt au niveau de canton assez facilement, je crois. Bon, j'ai la Suisse à côté de chez moi, mais j'ai pas essayé. La fiscalité est la seule matière dans laquelle le choix de poursuivre... Bah, ok, dit l'article. La fiscalité est la seule matière dans laquelle le choix de poursuivre... Bah, ok, l'article dit, à la fin, il ne reste plus que les maraîchers, les bûcherons et les taxidermistes. Mais le choc, l'indignation, ils sont moins gros. À la longue, on s'habitue aux sorties des papers, ça ne choque même plus, d'où la réélection du Tchèque. Je sais pas, Alpha Beta en vrai. Je sais pas, moi ça m'indigne toujours autant en fait. Même plus parce que, enfin personnellement, je vois que c'est pire en fait. Donc moi je m'indigne beaucoup. Après, je sais pas comment les gens réagissent, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais... Moi, je comprends pas. Je comprends déjà pas qu'on vote à ce point-là pour des gens qu'on sait corrompus. Enfin, tout ça me fatigue, mais d'une... Exemplaire Islande. Je reprends l'article quand même pour avancer. Le choix de ne pas aller en justice et plus généralement de ne pas s'attaquer aux grands fraudeurs peut se mesurer à travers la baisse des effectifs. Le nombre de juges d'instruction au pôle financier de Paris a fondu depuis 15 ans. 27 juges en 2001, 13 en 2007 et 8 en 2012. Au pôle financier de Nanterre, le nombre de juges est passé de 7 à 3 de 2007 et en 2012. Le nombre d'enquêteurs spécialisés a aussi baissé. Cette tendance s'observe dans la plupart des pays européens. Selon la Fédération syndicale européenne des services publics, les politiques d'austérité ont conduit à la perte de 56 000 postes d'agents du fisc en Europe entre 2008 et 2012. Des pays comme la Grèce, le Royaume-Uni ont vu les effectifs et leurs administrations fiscales réduites de plus d'un cinquième durant cette période. En France, la Direction générale des finances publiques a perdu 8,8% de ses effectifs, c'est-à-dire plus de 11 000 agents, dont nombre d'enquêteurs fiscaux. Les présidences de M. Jacques Chirac et de Nicolas... C'est quoi, c'est maître Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont particulièrement affaibli la capacité de notre pays à combattre la fraude. Bah, c'est bizarre pour des gens qui passent leur temps à dire qu'il faut lutter contre la fraude. Je comprends pas. Ah pardon, j'ai confondu de fraude. Eh oui. Il faut lutter contre la fraude sociale. Il faut s'attaquer aux pauvres, c'est les méchants pauvres. Messieurs. Ah d'accord, pardon. MM. Mieux vaut être de droite que idiot. Ça dure moins longtemps. Vaut mieux être de droite qu'idiot, ça dure moins longtemps. D'accord. Oui, oui. Je sais pas. Hein. Est-ce que un idiot peut devenir intelligent? Et qu'est-ce qu'un idiot aussi? Parce que ça... moi, je suis probablement un idiot en vrai. Hein, au final. Et comment on juge de mon idiotie d'ailleurs? Moi, je juge de mon idiotie par mon ignorance. Il y a plein de choses que je sais pas. Je connais plein de choses aussi. Il y a plein de choses que je connais pas et il y a plein de choses que je n'arrive pas à exprimer aussi. Des choses que je connais mais j'arrive pas à les restituer. Mais d'autres me jugeront de mon idiotie parce que je prends les mauvaises positions à leurs yeux. D'autres me jugeront d'idiot parce que je n'ai pas les diplômes nécessaires pour comment dire, pour justifier mon intelligence. Alors que moi je considère que beaucoup de gens ont des diplômes mais en fait n'ont de connaissances que des choses qu'ils ont appris de leur diplôme, et encore parfois ils savent même plus ce qu'ils ont appris de leur diplôme. C'est idiot d'être de droite. Ouais. C'est ce que j'ai tendance à dire aussi, mais bon.
Le drame de ta bêtise, c'est qu'on ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Oui, c'est ça. Du coup, la France est idiote. Je pense que la France est de droite. La France fait des choix particulièrement idiotes. Enfin, les gens qui gouvernent ce pays font des choix absolument idiots. Même pour eux, hein. Ils font des choix qui... Alors peut-être qu'ils font des choix qui les avantagent personnellement. Mais s'ils sont à la tête de l'État et pour la grandeur entre guillemets de l'État, ils font des choix catastrophiques pour l'État. Mais moi, je soupçonne quand même une certaine envie de piller la richesse des nations entre guillemets. Mais voilà, j'accuse personne de vive voix, je ne dirai rien. Mais j'en pense pas moins. Et je pense que beaucoup de gens ont cerné dans ce pays que on a des gens à la tête de l'État qui sont juste là pour piller les richesses et se les redistribuer entre eux. Il faut parler de justice de classe lorsque les pouvoirs publics font le choix délibéré de la conciliation avec les fraudeurs. En 2009, par exemple, le ministère des Finances obtenait grâce à M. Hervé Falchini des listes de détenteurs de comptes non déclarés en Suisse. La fraude était simple à établir. Pourtant, sur ces 2846 individus et 86 sociétés concernées, à peine une centaine ont été poursuivis devant le juge, dont l'héritier de Nina Ricci. Le ministre des Finances, Eric Woerth, a préféré mettre sur pied une cellule dite de dégrissement permettant aux contribuables fautifs de rapatrier leur avoir dissimulé en payant de simples pénalités, alors qu'une condamnation pénale aurait pu leur valoir de lourdes amendes, voire des peines d'emprisonnement. Plus généralement, la situation des 150 000 contribuables les plus riches relève d'un service à part, la Direction nationale de vérification des situations fiscales. En 2010, cette dernière a ordonné 900 redressements, mais elle n'a déposé que 17 plaintes. En général, une bonne collaboration avec le fisc suffit à éviter les poursuites. Les auteurs de menus larcins ne bénéficient pas d'une telle mansuétude. Les privilèges octroyés à certains s'expriment aussi à travers les remises et les traitements de complaisance. On l'a vu, le ministre des Finances dispose d'une sorte de droit de grâce. Par le passé, il a souvent pu rendre service à des amis, tout comme les contrôles fiscaux ont pu être utilisés pour gêner des adversaires. Dans le cas de demande de remise, le comité du contentieux fiscal, douanier et d'échange est obligatoirement consulté. Je me souviens y avoir participé au milieu des années 90. 1990. Ce comité donne son avis, mais le ministre est libre de le suivre ou non, sans avoir à se justifier. Or, lorsque messieurs Karl Lagerfeld ou oh là là, oh Bernard Tapie, oh bah non, ah bah alors, obtiennent des conditions de redressement ou de paiement de l'impôt très avantageuses, ils renforcent le sentiment insupportable qu'existe un entre-soi. Il faut voir dans cette justice de classe une victoire culturelle des possédants en alimentant les discours anti-impôts et en dénonçant une pression fiscale présentée comme insoutenable. Ils ont tenté de légitimer la fraude. Pourtant, diverses études internationales ont montré qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau moyen d'imposition et l'étendue de la triche. Le civisme fiscal tient davantage à une perception positive des institutions et des services publics. On mesure bien la conséquence du laisser-faire au sort enviable réservé à ceux qui organisent l'évitement de l'impôt et s'enrichissent en inventant des montages complexes. Ces professionnels du conseil en fraude fiscale sont en effet très rarement sanctionnés. Les banques constituent le principal intermédiaire mobilisé par les individus et les entreprises pour dissimuler des revenus ou du patrimoine. Il n'est pas tellement surprenant de voir apparaître dans de nombreux montages des Panama Papers, la Société Générale ou le Crédit Agricole.
Ce dernier aurait par exemple géré auprès du cabinet panaméen Mossack Fonseca près de 1130 sociétés outre-mer pour le compte de ses clients et via ses filiales, notamment suisses. Les banques ont pourtant, depuis plusieurs dizaines d'années, l'obligation de signaler des pratiques ou des mouvements d'argent pouvant être liés au blanchiment de revenus issus du crime ou délit. Mais ces règles sont peu respectées et cette obligation légale se heurte à la volonté d'attirer et de garder les plus gros clients. La mise en examen de certaines filiales d'HSBC pour complicité de blanchiment de fraude fiscale à la suite des révélations du SwissLeak ou celle d'UBS pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et subordination de témoins sont encore des exceptions que l'on doit au courage de lanceurs d'alerte. Pour les agents du fisc dépourvus de moyens réels d'enquête, perquisition, garde à vue, écoute éventuelle, etc., le choix de proposer des poursuites pénales relève du parcours du combattant. Le dossier est d'abord visé par le chef de brigade, puis soumis à la direction départementale, avant d'être transmis à l'administration centrale. Comme le souligne dans un travail très fourni d'Alexis Speer et Katia Weidenfeld, les inspecteurs hésitent d'autant plus qu'ils perçoivent des sanctions prononcées par les juges. Si sanctions il y a, les sanctions prononcées par les juges, 6 sanctions il y a, comme très faibles au regard du temps consacré à faire aboutir la plainte. L'anticipation des contraintes liées à l'action pénale et une certaine politique du chiffre ont fait de la conciliation la norme. Pourtant, l'impunité fiscale n'est pas une fatalité. J'en veux pour preuve le sursaut du peuple islandais au lendemain de l'effondrement bancaire de 2008. Les citoyens de ce petit pays ont refusé par référendum de payer la dette laissée par les dérives d'une banque. Et une enquête d'ampleur a été lancée pour rechercher les coupables de cette fuite en avant dans la financiarisation de l'économie insulaire. C'est dans ce contexte qu'en 2009, j'ai été appelé pour conseiller le procureur spécial Olafur Oxon, qui jusqu'alors n'avait que commissaire d'un petit port de pêche. Il n'avait été que commissaire d'un petit port de pêche. Pardon. Les premières enquêtes furent lancées avec 10 policiers, mais grâce au soutien du gouvernement de l'époque, nous avons pu poursuivre le travail des 84 enquêteurs, dont plusieurs experts judiciaires et auditeurs financiers, et ainsi mener des perquisitions dans les filiales des banques islandaises partout en Europe. Nos enquêtes ont permis d'aboutir à la condamnation de plusieurs dizaines de responsables de haut niveau. Les présidents directeurs généraux des 3 principales banques, Glitnir, Landebanski et Kopfings, les directeurs financiers et avocats de ces mêmes banques, de gros actionnaires et de hauts fonctionnaires. Les peines prononcées, dont certaines doivent être rejugées en appel, vont jusqu'à 6 ans de prison ferme. L'Islande est le seul pays s'étant vraiment attaqué à la responsabilité personnelle des banksters, alors qu'elle n'avait pas l'expérience des affaires judiciaires, financières ou bancaires, et pas d'équipe expérimentée pour engager la poursuite. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, les gouvernements ont consacré l'essentiel de leur capacité d'action à sauver les banques et surtout empêcher la mise en cause des dirigeants. Si l'Islande a pu mener ses enquêtes dans tout le pays, si l'Islande a pu mener ses enquêtes, tout le pays aurait pu le faire. Tous les pays auraient pu le faire. Le Parlement islandais a aussi rédigé un rapport marquant qui a été lu jour et nuit dans les lieux publics et les églises. La population voulait savoir. Les biens personnels des banksters ont été confisqués. Ailleurs, ils ont conservé leurs gains illégitimes, ce qui renforce encore le sentiment d'injustice parmi les citoyens. Ma contribution a été de convaincre le gouvernement islandais qu'une enquête était possible en l'aidant pendant 2 ans à orienter les recherches et en amenant aussi des experts rompus à ces problématiques. Grâce aux Panama Papers, on connaît aujourd'hui les sociétés secrètes appartenant aux condamnés et qui avaient pu nous échapper. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux fraudeurs fiscaux que sont les grandes entreprises essentiellement et quelques individus très très riches,
J'avais l'impression, on en discutait un petit peu avant, que les sanctions en fait vis-à-vis de ces fraudes, elles étaient tellement inférieures à la fraude en elle-même que en fait ça avait pas de sens quoi. Genre il récupérait 1 gramme d'argent alors que le mec avait dispendié l'équivalent de 10 grammes d'argent. Oui, je parle en grammes, j'ai envie de parler en grammes. Peut-être que vous, de votre côté, qui vous y connaissez peut-être sûrement plus que moi, sur les peines, sur la juridiction, sur la fiscalité, etc. Peut-être que vous savez si c'est réel ce que je dis, ou s'il y a un truc que j'ai pas compris, qui fait qu'en fait, en vrai, quand elle est punie, elle doit rembourser une partie et elle doit payer en plus dommages et intérêts. Ou alors, elle paye vraiment que des dommages et intérêts et inférieurs au vol établi. Moi, j'avais cette impression-là, vraiment, que l'entreprise en tirait toujours à bon compte en ne payant qu'une petite partie de ce qu'elle avait fraudé, quoi. Briser le monopole de Bercy. Alors, plusieurs dossiers font encore l'objet d'une investigation. Le combat contre l'impunité est loin d'être terminé en Islande. Rattrapé par les révélations du Panama Paper, le ministre Sigmundur David Gunnlaugsson a dû démissionner devant le mécontentement populaire, tandis que tant de ses homologues étrangers restent en place. L'exemple de ce pays montre que la lutte contre la criminalité financière peut s'avérer efficace, surtout quand on dispose, comme en France, de compétences exceptionnelles dans l'administration fiscale. Ne pas rechercher les responsables de cette crise monumentale qui a un coût de 2000 milliards d'euros aux pays européens, sans compter les années de récession et de chômage, résulte bien d'un choix politique. Alors je ne sais pas à quel point on peut se targuer d'avoir des compétences exceptionnelles à l'administration fiscale, je vous laisse en juger. J'ai toujours l'impression qu'il y a un peu de chauvinisme dans tout ça et qu'on n'est pas si bien loti. Voilà. Si l'absence d'harmonisation des règles en Europe et dans le monde favorise l'exode et la fraude, il est possible d'agir dès maintenant en France. Le premier moyen d'en finir avec l'impunité passe par la suppression du CIF et du quasi-monopole de Bercy dans l'ouverture de procédures pénales. Cela renforcerait la transparence, réduirait les délais qui permettent trop souvent aux contrevenants de faire disparaître les preuves et laisserait à la justice spécialisée les moyens de saisir des enquêtes et de les mener à terme. Certaines branches ont été ouvertes depuis 2010, lorsqu'elles suspectent une fraude internationale ou complexe, l'administration fiscale peut porter plainte avant la fin du contrôle. La CIF est alors saisie sans que soit averti le contribuable et une procédure judiciaire est ouverte. L'enquête est confiée à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dotée d'importants pouvoirs d'investigation, mais encore de faibles moyens. En 2013, cette brigade ne rassemblait que 24 policiers, ils sont aujourd'hui 50. Malheureusement, cette brigade ne traite pas plus de 10% des cas pouvant impliquer des poursuites. Il est donc urgent d'étendre son pouvoir à l'ensemble des infrastructures, à charge pour elle d'établir par la suite si l'issue de l'enquête doit mener à un simple redressement ou une procédure judiciaire. Tout cela implique un renforcement des moyens humains et financiers. Mais n'oublions pas que les enquêteurs, policiers, juges d'instruction ont en commun de rapporter plus au budget de la nation qu'il ne lui en coûte. Seul manque la volonté politique de donner le pouvoir d'agir. Mettre fin à l'impunité fiscale, c'est aussi assumer de cribler explicitement ceux qui profitent de ces schémas frauduleux de grande ampleur à des fins d'exemplarité. Enfin, il est primordial de désamorcer tout soupçon d'intervention extérieure dans le cours de la justice. C'est pourquoi il est urgent d'établir l'indépendance des procureurs vis-à-vis du pouvoir politique et de supprimer la Cour de justice de la République qui, malgré la qualité de ses membres, organise le jugement des membres du gouvernement par leurs pairs.
lorsque les dirigeants de grandes entreprises, des intermédiaires et conseillers fiscaux ou de riches individus connus du grand public font l'objet d'une attention particulière et que les sanctions pénales s'appliquent, les citoyens reprennent confiance. C'est vrai ça. On veut plus de confiance là. Il y a plein de mecs à juger, on veut plus de confiance. Allez, s'il vous plaît, faites un effort là. On sait qu'il y a de la mafia derrière tout ça. Il y a des liens, il y a comment on appelle ça, du blanchiment d'argent, etc. Donc peut-être que aussi s'intéresser à ces trucs-là, c'est réduire aussi les mannes financières des mafias qui possèdent, je sais pas, justement les drogues, etc. Et si on met ça en parallèle à la dépénalisation des drogues et à récupérer éventuellement, par exemple, la légalisation du cannabis pour faire des shops spécialisés là-dedans et donc du coup faire des recettes et à l'État et aux travailleurs et donc aussi avoir des cotisations payées puisque c'est légal, etc. Ça couperait une partie des finances des mafias. Et ce truc-là couperait aussi une partie, et le fait de faire de la recherche dans les fraudes fiscales permettrait aussi de couper une autre manne financière, etc. Ce qui serait d'autant plus intéressant. Et on aurait des policiers qui serviraient à autre chose que faire de la castagne. Je ne voyais pas trop l'intérêt qu'elle écrive un article, ouais, mais au final, son témoignage direct eût été très intéressant. Bah ouais, c'est assez complet. Elle parle de la partie judiciaire et du truc. Alors, il y a une partie qu'on avait déjà lue dans l'article précédent, vu que ça avait été tiré de là, mais effectivement. Après, comme je disais, c'est un article de 2016, donc il faudrait refaire un article plus récent. Je pense qu'il y en a sûrement plus récent avec qu'est-ce qui s'est passé depuis les Panama Papers, les LuxLeaks, etc. Et dire voilà l'évolution qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, est-ce que les choses sont allées dans le bon sens ou pas du tout, est-ce que l'impôt universel qui va être mis en place va éviter ce genre de truc, est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans l'impôt universel ou est-ce que c'est bien suffisant, indice hint entre nous, je pense que c'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin, mais voilà quoi. Et puis c'est marrant, je me rappelle que c'était beaucoup évoqué l'Islande aussi, effectivement là on a parlé d'Islande qui a jeté les banquiers à coups de pied dans le cul et tous les fraudeurs. Ça rappelle un peu que les pays du Nord ont tendance quand même par rapport à la France à moins tolérer la corruption. En France, la corruption, c'est un peu... tu vois, on se moque des pays africains, de la corruption africaine. Déjà, la corruption africaine est souvent liée à la France. Hein. Et franchement, les Français, c'est un carnage, quoi. Honnêtement, la corruption française, mais même les présidents en France, c'est des pires corrompus, quoi. C'est quand même grave. Et on peut pas se vanter d'être un pays sans corruption, un pays moderne avec des gens qui nous gouvernent avec autant de corruption. On devrait pas laisser passer ça, hein. Ça devrait être inacceptable, quoi. Et ça va aussi pour vous les mères là, hein. On vous voit les mères, hein. Et je parle pas des mamans là, hein. On parle pas des mamans ici. En France, la caste des fraudeurs sont ceux qui sont en charge de lutter contre la fraude. Chercher l'erreur. Bah, c'est toujours le problème, c'est les rapports de force, quoi. Il y a un moment, il faut se battre. J'ai envie de dire, il faut se battre tout le temps parce que voilà, c'est pénible hein, de se battre tout le temps, mais il faut se battre tout le temps pour faire changer les rapports de force et montrer du poing, taper du poing sur la table et dire hop. Ça suffit les conneries maintenant. Vous allez régler ce problème tout de suite parce que sinon ça va barder. Hein. Vous allez nous faire déjà vous allez faire de la transparence, hein, un peu plus là. Vous arrêtez de nous foutre de la gueule du monde, voilà. Nous, c'est nous le peuple. Hein. Vous avez décidé que la démocratie, le peuple, tout ça, vous n'avez pas arrêté de vanter le truc. Donc maintenant, c'est nous le peuple. Vous allez arrêter vos conneries. Et je veux plus de corruption là. S'il y a de corruption, vous allez prendre une tape au cul. Hein. Ça suffit les bêtises maintenant. Vous êtes des grands garçons maintenant. Hein. Oh, quand même.